Bienvenue à tous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, physicien nucléaire ou conducteur de bus, sans jugement bien sûr, vous êtes ici pour en savoir plus, en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Vous êtes ici. L'énergie est au cœur des débats, qu'ils soient politiques, environnementaux ou bien encore sociétaux. La population mondiale ne cesse d'augmenter depuis des années et la volonté d'améliorer son confort nous pousse à consommer toujours plus. Que ce soit pour le chauffage, l'électricité, l'industrie, la médecine, le transport, etc., nous avons besoin d'une quantité astronomique d'énergie pour satisfaire toute la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, la consommation mondiale globale actuelle est d'environ 400 tonnes d'équivalent pétrole par seconde. Je vous laisse faire le calcul, papy se retourne dans sa tombe là. Pour répondre à ce besoin constant en énergie, deux possibilités s'offrent à nous. Les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables. Depuis quelques temps, on a tendance à diaboliser les énergies non renouvelables pour mettre en lumière les renouvelables. Or c'est quand même un peu plus compliqué que cela. Le pétrole, on en viendra tous à bout. Apparues pour certaines au début de l'ère industrielle, les énergies non renouvelables correspondent donc à des combustibles disponibles en quantité limitée sur le globe. Elles sont plus communément appelées énergies fossiles et sont composées du charbon, du pétrole, du gaz naturel et de schiste. Le charbon, issu de la décomposition et de la transformation de végétaux sur plusieurs millions d'années, est aujourd'hui responsable de 40% de la production d'électricité mondiale via les centrales thermiques. La Chine et les États-Unis en sont les principaux producteurs et employeurs. Sa présence, plutôt bien répartie sur le globe, se raréfie petit à petit au fil du temps et nous laisserait encore une centaine d'années de réserve. Cette énergie, bien que très efficace, rejette beaucoup de CO2 et de polluants dans l'atmosphère lors de la combustion. Le pétrole, ou mélange d'hydrocarbures, est lui aussi issu de la décomposition de matière organique, des anciens êtres marins. Tu ne pourras pas m'échapper. Il est disponible presque partout sur le globe, au sein des roches sous forme liquide, à tel point que des projets d'exploration sont encore lancés de nos jours. Nous sommes encore totalement dépendants de cette ressource pour son utilisation dans de nombreux produits, plastique, engrais, essence. Quand je mettais des 5 € d'essence. En revanche, son stock tend aussi à disparaître et nous laisserait à peu près une cinquantaine d'années encore d'exploitation. De plus, son utilisation et son extraction posent de gros problèmes environnementaux. Comme vous le savez, le pétrole rejette lui aussi énormément de CO2 pour son utilisation en essence par exemple. Mais il pollue aussi parfois lors de son extraction. Les moyens mis en œuvre pour le prélever sont souvent dévastateurs pour l'écosystème environnant. Enfin, il est aussi à l'origine de nombreux conflits géopolitiques, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo car on pourrait en parler un moment. Les gaz naturels et de schiste reprennent globalement les mêmes origines que pour le pétrole et les mêmes systèmes d'extraction depuis la roche. Le gaz naturel est une ressource qui pollue globalement moins que les deux précédentes, car elle est composée majoritairement de méthane et rejette très peu de CO2. C'est une ressource abondante qui est prometteuse mais qui est aussi sujette à des cas d'explosion. L'extraction des gaz de schiste, elle dite par fracturation hydraulique, est en revanche très controversée aujourd'hui car elle déverse de nombreux polluants dans les nappes phréatiques. La dernière énergie non renouvelable, mais pas des moindres, fait appel au nucléaire. C'est l'énergie nucléaire. Elle est non renouvelable car nos centrales nucléaires utilisent des minerais d'uranium pour alimenter les réacteurs, avec eux aussi un stock limité sur le globe. On devrait, comme pour le charbon, en avoir pour une centaine d'années encore. L'atome d'uranium subit une fission, autrement dit il est cassé en deux et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne qui va produire énormément d'énergie qu'on va pouvoir transformer en électricité. Cette réaction est contrôlée dans nos réacteurs depuis la moitié du XXe siècle. On dénombre plus de 250 centrales nucléaires dans le monde, réparties sur 31 pays, dont 58 en France. En moyenne, un réacteur alimente 600 000 à 400 000 foyers. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'énergie nucléaire rejette 0 CO2 dans l'atmosphère. C'est donc une énergie très peu polluante, du moins du point de vue bilan carbone. Le grand défaut de celle-ci repose sur les déchets nucléaires qu'elle génère. Pas de panique, de nombreux scientifiques, chercheurs et ingénieurs de chaque pays possédant des centrales nucléaires travaillent sur des solutions au stockage et au traitement de ces déchets nucléaires. Chez nous, c'est l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Pour ceux qui se rongeraient les ongles de voir un jour une centrale exploser, rassurez-vous, vous avez plus de chances de gagner 1000 fois au loto que de voir une centrale exploser. Bon, bien sûr, le risque zéro n'existe pas, je veux pas être accusé si un jour il se passe quelque chose, mais ça n'arrivera pas et cela est dû à la conception des réacteurs et aux mécanismes mis en place pour éviter ce genre d'accident. Contrairement aux ressources limitées des énergies non renouvelables, les renouvelables font appel à des sources d'énergie qui ne s'épuisent pas et se renouvellent sans cesse, comme le soleil,
le vent, l'eau, la biomasse ou encore la géothermie. Deux filières s'ouvrent à nous pour utiliser l'énergie qu'est le soleil, le solaire thermique ou le photovoltaïque. L'une pour chauffer de l'eau, l'autre pour produire de l'électricité. Ces deux filières fonctionnent plus ou moins de la même façon grâce aux panneaux solaires. Elles sont encore peu utilisées à grande échelle et ont donc pour l'instant un faible rendement, un maximum de 0,5% de production d'électricité mondiale, mais en expansion avec une prévision de 14% environ d'ici 2030. Cette énergie ne libère aucun CO2. En revanche, la production des panneaux solaires, si, et beaucoup. Il faut environ 5 années pour qu'un panneau solaire produise l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication. De plus, contrairement à ce que l'on pense, les panneaux solaires ne contiennent pas de terres rares, mais bien des éléments rares tels que les cellules au tellurure de cadmium qui peuvent être toxiques. La plupart des éléments composant les panneaux solaires sont aujourd'hui pris en charge dans les filières de recyclage. La deuxième énergie renouvelable la plus connue est l'énergie éolienne. Cette énergie, en forte croissance, est à l'origine d'environ 1,3% de l'électricité produite mondialement. Elle est utilisée sur Terre avec des champs d'éoliennes composés de petites éoliennes ou des grosses appelées aérogénérateurs. Ces dernières étant plus productives, elles tendent à remplacer les petites au fur et à mesure. En développement, elles sont aussi implantées de plus en plus en pleine mer sur des installations offshore. Comme pour le solaire, ce n'est pas une installation dite régulière. Le solaire dépendant des jours ensoleillés et l'éolien de la présence et de la puissance du vent. Il y a donc aujourd'hui encore des problèmes de stockage de l'énergie créée si elle n'est pas directement utilisée. Enfin, de la même façon, une éolienne ne pollue pas ou très peu, mais leur fabrication si, et ici avec la présence parfois de terres rares. L'énergie hydraulique est elle aussi utilisée pour la production d'électricité. Dans le monde, l'électricité d'origine hydraulique représente environ 15% de l'électricité produite. Grâce au barrage, l'énergie cinétique de l'eau va pouvoir actionner mécaniquement les turbines présentes sur les installations. L'énergie électrique est ensuite transférée grâce aux alternateurs. Les barrages sont présents un peu partout dans le monde et de très grands permettent presque à eux seuls de produire la totalité de l'électricité du pays, comme au Québec par exemple. Le principal inconvénient de cette énergie repose sur les lieux de l'installation. En effet, il est primordial d'avoir un environnement montagneux où les cours d'eau peuvent avoir des chutes importantes. Il n'est donc pas possible d'envisager la production totale d'électricité par l'hydraulique en France. D'autres dispositifs sont encore aujourd'hui à l'essai, utilisant l'énergie des marées ou en pleine mer en se servant des forts courants marins. La biomasse concerne les combustibles issus de la matière organique. Le bois est un combustible naturel et renouvelable tant qu'il est bien géré au sein des forêts. Cette énergie est majoritairement utilisée à un usage domestique et libère un taux de CO2 qui peut être naturellement régulé par la végétation. Cependant, de récentes études ont montré que le bois rejette certains polluants qui peuvent être nocifs. Le dit biomasse s'applique pour tout déchet organique tout venant. Par fermentation, on obtient du biogaz, principalement du méthane CH4, ou des agrocarburants par transformation chimique. Le biogaz est ensuite brûlé pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Le rendement énergétique de la biomasse est en revanche assez faible. De plus, le coût et l'impact écologique du transport du bois par camion n'est pas à négliger. La toute dernière énergie renouvelable est la géothermie. Plus on s'enfonce, plus la chaleur va augmenter, sous forme de paliers suivant les couches de la Terre, c'est le gradient géothermique. C'est ce gradient qui va nous intéresser pour les installations géothermiques. Cette chaleur est ensuite réceptionnée sous forme d'eau chaude ou de vapeur pour le chauffage, ou sous forme de vapeur à haute température et haute pression pour l'électricité. C'est une énergie globalement propre et en forte expansion pour des projets à grande échelle, par exemple pour alimenter plusieurs logements comme à Soultz-sous-Forêt en France. Donc le principal défaut de cette énergie repose sur ce gradient géothermique. Il est en effet nécessaire de trouver des terrains très spécifiques pour les installations qui coûtent aussi très cher. Comme vous avez pu le constater, il existe tout un tas de types d'énergie, tout avec leurs avantages et leurs inconvénients. Alors que nous reste-t-il? Quelles solutions envisager? Hey, mais qu'est-ce que tu fais, Billy? Yo mec, là je chauffe mon appartement. Car avec tout ce qu'on dit, je trouve toutes les formes d'énergie soient inutiles ou polluantes. C'est vraiment génial. Waouh, ça marche de feu de Dieu ton truc. Ah, qu'il est bête ce bon vieux Billy. Plus sérieusement, tout d'abord pour le sujet des énergies fossiles, elles sont vouées à disparaître un jour et sont des sources d'énergie extrêmement polluantes. Il faut donc les écarter pour les transitions climatiques et énergétiques, ainsi que pour notre dépendance envers le plastique en favorisant le recyclage et les produits réellement biodégradables. En revanche, pour toutes les autres énergies, il serait judicieux de faire appel à toutes, en se diversifiant un maximum et en favorisant les énergies produites localement. Pour vous donner un ordre d'idée sur la consommation des énergies primaires en 2020,
2018 en France, la part du nucléaire s'élève à 41,1%, celle du pétrole à 28,6%, 12% pour les énergies renouvelables et déchets, 14,8% pour le gaz naturel et enfin 3,1% pour le charbon. Comme vous pouvez le constater, du chemin reste à faire encore. Globalement, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est de produire et de consommer moins, ce qui nous ramènera inévitablement à revoir différemment notre confort et notre niveau de vie. Une autre solution miracle est peut-être le nouveau Joujou ITER, le réacteur à fusion nucléaire en test actuellement. Mais nous verrons ce sujet complexe dans un prochain épisode. Sans transition, la partie découverte scientifique du jour. On aimerait bien que la vie de tous les jours s'imprègne parfois des films de science-fiction. J'aimerais que la vraie vie des fois prenne exemple sur celle des films. Dans de nombreux domaines, cela commence à être le cas petit à petit, ça l'est notamment pour la médecine. Une dizaine d'ingénieurs et de chercheurs états-uniens de l'université d'Ohio, de Pennsylvanie et de Californie avancent sur la réalisation d'un matériau et d'un mécanisme pour la reconstruction intratissulaire in vivo. Cette opération, reposant sur la robotique chirurgicale, consisterait à réparer les lésions grâce à l'impression de biomatériaux dans les tissus vivants d'un individu. Ce matériau, c'est le gel MA, la gélatine métacryloïl. C'est un hydrogel biocompatible constitué de collagène, c'est-à-dire de protéines présentes dans le corps humain, qui va pouvoir se réticuler face à la lumière. Autrement dit, les chaînes de réseau moléculaires du corps humain et du gel vont pouvoir se lier et former un réseau en contact de la lumière. Le problème de ce gel miracle, c'est qu'il est liquide à 37 degrés. Il va donc falloir le rendre solide pour pouvoir l'imprimer sur les tissus vivants. Deux éléments ont donc été ajoutés. Un minéral argileux pour épaissir le mélange, comme dans les peintures, et la méthylcellulose, un autre épaississant utilisé dans l'alimentaire et la cosmétique. Ensemble, ils forment les reliques de la mort. Un bio-encre qui est mélangé avant l'impression à des cellules du patient. L'impression 3D se fait donc grâce à une buse sur les tissus. Cette technique est dite sans verrouillage. Les chercheurs travaillent sur une technique plus performante qui permettrait de greffer le biomatériau au tissu du patient, c'est l'interlock. Elle consiste à perforer grâce à une buse les tissus en y injectant ensuite le bio-encre. Testée déjà sur des organes de poulet, elle serait 3 à 4 fois plus efficace que celle décrite précédemment. Bien que les débuts de ces recherches soient très prometteurs, du chemin reste cependant encore à parcourir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Petit pouce bleu, activation de la cloche et abonnement. Je vous dis à bientôt les amis.